Salut mes chers élèves, toujours dans le but de vous aider à apprendre comment représenter graphiquement les fonctions numériques. Aujourd'hui, nous allons travailler avec quelques fonctions. Ok, donc aujourd'hui, nous n'allons plus travailler sur les fonctions trigonométriques simples, mais nous allons travailler sur une fonction trigonométrique inverse ou encore une fonction circulaire réciproque. Ok, donc c'est la fonction axine. Ok, voici l'exercice. Étudier et représenter graphiquement la fonction suivante. F de x est égal à axine de x plus 3. Ok, donc, comme pour toute fonction, lorsqu'on commence avec la représentation graphique d'une fonction, on commence d'abord avec le domaine de définition de cette fonction. Eh bien, nous avons appris, suivant les premières notions, lorsqu'on a axine quelque chose, axine U, d'une manière générale, cette valeur U doit être comprise entre moins 1 et 1. Et bien, de ce fait, le domaine de définition de cette fonction, c'est tout réel x tel que 2x plus 3 soit compris entre moins 1 et 1. Eh bien, on résout ce système. Ok, donc c'est à l'aide d'une intégrale. Donc, on a l'encadrement de 2x plus 3. Nous allons déduire un encadrement de x, qui est le domaine de définition de f. De ce fait, on ajoute moins 3 à chaque membre. Ok? Maintenant, en faisant la réduction, ça donne moins 4, inférieur ou égal à 2x, inférieur ou égal à moins 2. Maintenant, il nous reste 2x à côté de x qui nous empêche d'avoir l'encadrement de x. Puisque c'était un produit que ça, c'était un produit qui s'effectue, eh bien, on fait l'inverse, on divise chaque membre par 2. Ok? Puisque 2 est strictement positif, ça ne change pas l'inégalité en divisant par 2. Donc c'est moins 4 demi inférieur ou égal à 2x sur 2 inférieur ou égal à moins 2 demi. Lorsqu'on simplifie, l'intervalle c'est moins 2, moins 1. Ok? Puisque x est compris entre moins 2 et moins 1, donc le domaine de définition c'est bien moins 2, moins 1. Ok, donc ici, ce n'est pas une fonction trigonométrique comme sin quelque chose. Et de plus, l'intervalle trouvé ici n'est pas assez complexe. Ok, ce n'est pas un intervalle assez grand. Mais c'est pourquoi on peut travailler directement en calculant les limites au bord. C'est seulement lorsqu'on a sin quelque chose, tangente quelque chose, ou sin ou cos quelque chose, qu'on doit chercher la période ou la parité. Mais ici, ce n'est pas la peine de le faire. Ok, maintenant on commence avec les limites. Ok, donc c'est pour les fonctions trigonométriques, mais ce n'est pas pour les fonctions réciproques. Ok, des fonctions trigonométriques qu'on doit chercher la période ou la parité. Eh bien, maintenant on commence avec les limites aux bornes. Eh bien, donc suivant le domaine de définition, on a moins 2 à droite. Eh bien, je calcule la limite de f de x quand x tend vers moins 2 à droite. Je remplace x par moins 2. C'est 2 par moins 2 plus 3 qui donne moins 4 plus 3. Moins 4 plus 3 n'est autre que moins 1. Donc, on a axine moins 1. On a appris que axine moins 1 donne moins pi sur 2 dans les cours précédents. OK? Et maintenant, pour la limite de f de x, quand x tend vers moins 1 à gauche, c'est à gauche de moins 1, on remplace tous les x par moins 1, c'est 2 par moins 1 qui donne moins 2 plus 3 qui donne 1. On a axine 1. Axine 1 n'est autre que pi sur 2. Ok, donc on a les limites aux bornes. On ne trouve pas défini, donc il n'y a pas d'asymptote verticale. Donc on peut, sans tarder, passer avec le sens de variation de la fonction f. Ok, donc pour le sens de variation de la fonction f, il faut d'abord s'intéresser à la dérivée première de f. Ok, pour trouver la dérivée première d'une fonction, vous savez déjà la règle. Il faut identifier quel type de fonction on a et ensuite passer aux formules d'application. Eh bien, quel type de fonction a-t-on? On a axine quelque chose. Eh bien, on identifie pour le sens de variation, f étant égal à axine u, eh bien, f' c'est u' sur racine carrée de 1 moins u carré. Ok, suivant la dérivée de axine u, et donc c'est cette formule-là qu'on doit appliquer. Eh bien, on identifie u, c'était axine u, où u vaut 2x plus 3. Eh bien, la dérivée u' donne 2.
Maintenant, en appliquant la formule, c'est 2 qui est U' sur racine carrée de 1 moins U carré. Donc, ce n'est pas la peine de développer 2x plus 3 au carré. C'est 1 moins 2x plus 3 au carré en dessous du radical. Donc, ce n'est pas la peine de développer 2x plus 3 au carré parce que ce qui nous intéresse dans f', c'est son signe. Donc, on remarque que 2 est un nombre strictement positif. Et la racine carrée de nombre donne toujours un nombre positif. Ok? Nous avons appris et dans les cours précédents et même dans les classes précédentes que lorsqu'on a la racine carrée d'un réel positif, ça donne toujours un réel positif. C'est pourquoi ce rapport est un nombre strictement positif. Parce que puisque le numéraire ne peut être égal à 0, donc c'est sans doute que f' est strictement positif. Donc f' ne peut être annulé. Donc c'est pourquoi je mets supérieur à 0 strictement. Donc c'est sans doute. Et bien sans perdre de temps, je mets plus directement entre moins 2 et moins 1. Et suivant les limites, en moins 2 plus c'était moins pi sur 2 et en moins 1 moins c'était pi sur 2. Ok, vous voyez. Donc ce qui nous reste ici à faire, donc parfois en mathématiques, lorsque f' ne s'annule pas, si vous vous trouvez dans l'embarras de trouver le signe, ok, si vous vous trouvez dans l'embarras de tracer la courbe, vous pouvez trouver la dérivée seconde de f par rapport à x. Eh bien, cette dérivée seconde va vous permettre de trouver une valeur possible. Si possible, eh bien, c'est pourquoi je cherche la dérivée seconde de f. Eh bien, j'appelle f', cette expression, c'est une constante sur quelque chose. C'est k sur u. Eh bien, nous avons appris, lorsque f se présente sous la forme k sur u, sa dérivée, c'est moins k u' sur u carré. Eh bien, puisque c'était f', eh bien, f second, c'est moins k u' sur u carré. Où k vaut 2, c'est le numérateur, k vaut 2. U, c'est le dénominateur qui est la racine carrée de 1 moins 2x plus 3 au carré. Maintenant, on remplace et u va sa valeur. Maintenant, pour trouver u' suivant la formule, il nous faut la dérivée de racine carrée de quelque chose. Nous avons appris, lorsqu'on a racine carrée de quelque chose, sa dérivée, c'est prendre la dérivée de l'élément placé en dessous du radical sur 2 fois la racine carrée. Eh bien, voilà, je prends la dérivée de l'élément placé en dessous du radical. La dérivée de 1 donne 0. Maintenant, la dérivée de cette partie, puisqu'on a une puissance, la règle dit on doit prendre la puissance qui se multiplie par moins 1, qui donne moins 2. Et maintenant, on prend la dérivée de 2x plus 3 qui donne 2. Et ensuite, l'exposant diminue de 1. Et bien, on a moins 2 par 2x plus 3 exposant 2 moins 1, soit exposant 1. Maintenant, on a la dérivée de l'élément placé en dessous du radical sur 2 fois la racine carrée. Voilà, c'est la formule. Donc, je n'avais pas voulu utiliser cette même formule ou répéter cette même formule pour ne pas se trouver dans la contradiction. Mais là, la formule du tableau nous dit, lorsqu'on a racine carrée de u, il faut prendre u' sur 2 racines carrées de u. Cela veut dire, lorsqu'on a racine carrée de quelque chose, il faut dériver la chose sur 2 fois la racine carrée. Eh bien voilà, c'est la dérivée de la chose sur 2 fois la racine carrée. Maintenant, on simplifie par 2, c'est moins 2 facteur de 2x plus 3 sur la racine carrée. Maintenant, on a u'. Eh bien maintenant, si on revient à la formule f second, eh bien f second de x donne, c'est moins k. Moins k, puisque k était égal à 2, moins k devient moins 2, par u'. Voici la valeur u' sur uk et sur u carré. Puisque u était égal à cette valeur, ok, cette valeur c'était u, et bien sur u carré devient ça. Ok, c'est moins k u' sur u carré. Ok, donc voici u', voici u, voici k. C'est moins k u' sur u carré. Maintenant, on fait le déno commun, puisque c'est un produit, moins 2 par moins 2, ça donne 4. Et racine carrée de quelque chose sur racine carrée de la même chose au carré, eh bien, si on descend racine carrée, on va avoir racine carrée de quelque chose au cube. Mais ce qui nous intéresse dans cette partie, ce n'est pas effectivement la dérivée seconde, mais c'est la valeur qui annule
c'est la valeur qui annule cette dérivée seconde. De ce fait, je pose f seconde de x égale à 0. Ça nous donne numé égale 0 et dénot différent de 0. Donc, c'est la valeur qui annule le numé qui m'intéresse le plus. Ça nous donne 4 par 2x plus 3 égale à 0, ou encore 2x plus 3 égale à 0. On tire x, c'est 2x égale à moins 3, ou encore x est égal à moins 3 demi. Maintenant, pour trouver les coordonnées de ce point d'inflexion, ok, donc on cherche un point d'inflexion ici. Donc, lorsque f' ne s'annule pas, puisque f' ne s'annule pas, pour pouvoir tracer la courbe beaucoup plus facilement, on cherche un point d'inflexion. Et bien, ce point d'inflexion-là, je le trouve à partir de f second. Je trouve son abscisse en posant f second de x égale à 0, qui nous donne moins 3 demi. Maintenant, je calcule l'image de moins 3 demi par f pour trouver l'ordonnée du point d'inflexion. Et bien, par conséquent, c'est remplacer axine 2x plus 3. C'était axine 2x plus 3. Je remplace x par moins 3 demi, qui me donne 2 par moins 3 demi, qui donne moins 3 plus 3. Ok, donc c'est moins 3 pour 2 par moins 3 demi, et j'y ajoute plus 3. Donc on a axine moins 3 plus 3, soit axine 0. Or, axine 0 donne 0. Donc, l'ordonnée du point d'inflexion que j'appelle I, c'est bien 0. Donc, le point I d'inflexion, c'est moins 3 demi 0. Donc, autre que les points moins 2, moins pi sur 2, moins 1 pi sur 2, on a un autre point qui est le point d'inflexion, moins 3 demi 0. Donc, ce n'est pas nécessaire de trouver ce point d'inflexion. Ok, donc dans les variations de la fonction f. Mais pour la représentation graphique, c'est important. Donc, on pourrait tracer, donner la représentation graphique de f sans rechercher ce point d'inflexion. Vous pouvez rechercher d'autres points qui vont vous permettre de faciliter la tâche. Donc, par exemple, si entre moins 2 et moins 1, on a 2 points uniquement, moins 2, moins pi sur 2 et puis moins 1 pi sur 2. Eh bien, un élève assez intelligent pourrait prendre d'autres points. Par exemple, entre moins 2 et moins 1, on pourrait avoir moins 2.1 et donc pas moins 2.1. Moins 1.4, moins 1.5, moins 1.6, moins 1.7, etc. Donc, l'élève pourrait utiliser ces points-là. Mais c'est beaucoup plus simple, même que on prend beaucoup plus de temps pour rechercher cette valeur, okay, ou encore ce point I, mais c'est beaucoup plus simple et c'est beaucoup plus méthodique de rechercher le point d'inflexion. Eh bien, c'est le point d'inflexion qui est le plus méthodique à rechercher. Les autres cas, on pourrait rechercher ça. C'est quand même une stratégie. Mais la stratégie la plus méthodique, c'est le point d'inflexion. Maintenant, on cherche les points. Donc, on regarde s'il n'y a pas d'autres points. Donc, des points particuliers, c'est par exemple le point sur les axes. Eh bien, je commence au cas où x prend la valeur 0. Donc, suivant le domaine de définition de la fonction f, f était défini sur moins 2, moins 1. Donc, de moins 2 à moins 1, il y a des valeurs strictement négatives. Donc, 0 n'est pas dans le domaine de définition de f. Donc, f de 0 n'existe pas. Ok, donc sans perdre de temps, je laisse cette partie. Maintenant, je prends le cas où la fonction f s'annule. Eh bien, la fonction f, c'était axine 2x plus 3 qui donne 0. Eh bien, axine 2x plus 3 donne 0. Eh bien, nous permet de dire qu'on a axine 2x plus 3 est égal à axine 0. Je rends l'équation homogène en axine. Pourquoi? Parce que axine 0 donne 0, donc je mets ça en axine. Et nous avons appris que la fonction axine, c'était une fonction bijective. Ok? Eh bien, puisque axine est bijective, eh bien, avoir axine 2x plus 3 est égal à axine 0, c'est dire que 2x plus 3 est égal à 0. Parce qu'une fonction bijective est déjà injective. Donc, on dit directement 2x plus 3 est égal à 0. Et par conséquent, x est égal à moins 3 demi parce qu'on a déjà ce cas. Lorsque 2x plus 3 était égal à 0, on avait x égale à moins 3 demi. Eh bien, sans perdre de temps, je prends moins 3 demi. Donc, l'endroit où la courbe coupe l'axe des abscisses, c'est au point d'inflexion moins 3 demi 0. Maintenant, on trouve le tableau des variations de f sur son ensemble de définition. Eh bien, on ajoute seulement le point moins 3 demi 0, okay, qui est le point d'intersection
entre la courbe et l'axe des abscisses. Ok? Et bien voilà, sans perdre de temps, on trace la courbe. Il n'y a pas d'asymptote, il y a 3 points uniquement. Il y a le point -2, -1, et -2, pi sur 2, le point -2, pi sur 2. Voici ce point, -2, pi sur 2. Il y a le point -2 mi 0. Ok, voici le point -2 mi 0. Il y a le point -1 pi sur 2. -1 pi sur 2. Ok, vous voyez? Eh bien, voilà, ça c'est la courbe. Ok, donc, vous voyez que la courbe change de concavité sans changer de signe. Ok, c'est-à-dire, c'était une croissance qu'on avait, eh bien, ça croît toujours, ça croît encore, mais cependant, ça change de concavité. Eh bien, ce changement de concavité, explique que -2 mi 0 est un point d'inflexion pour la courbe. Donc, c'est ce changement de... c'est le point d'inflexion qui nous permet à effectuer ce changement de concavité. Ok, donc vous voyez. Donc, on n'a pas besoin de tâtonner, de faire beaucoup de tâtonnements pour effectuer ce changement de concavité. Parce que le point d'inflexion nous permet de le faire. Ok, c'était tout pour aujourd'hui. Prière de vous abonner à mon channel YouTube. Prière de vous y abonner et d'aimer la vidéo. Et de me laisser vos questions également. C'est ainsi que vous allez m'encourager. Merci et bonne journée.